Gilbert, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Très bien, très bien. Parfait, Alors, parfait. l'actualité de cette semaine, c'est le gouvernement qui change de stratégie et qui opte donc pour la stratégie du vaccinodrome. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est le vaccinodrome, la Covid et la girouette. Le vaccinodrome, oui. Le déconodrome, non. Et le revirodrome, non. Pourquoi? Parce que on va de revirement en revirement et franchement, c'est fatigant. Dans un premier temps, on a eu droit à la dernière attestation. Une espèce de folie administrative qu'il fallait imprimer et recopier à la main, parfois, qui comportait des mentions complètement ubuesques, 2 pages, 15 motifs, des notes en bas de page, des astérix et périls, des distances à 1 km, à 10 km, à 30 km. Bon, à la fin, cette attestation, elle était tellement compliquée, tellement incompréhensible, tellement emberlificotée, qu'elle a été enterrée. Hop, elle a disparu. Plus d'attestation. Franchement, ils auraient pu y penser avant. C'est comme ça. Voilà. Il y a une telle maladie administrative que on se voit d'un coup imposer toute une paperasse inutile, imbécile, contraignante, parfois même vexatoire. Bon, exit l'attestation. Elle n'atteste plus rien. Cette attestation détestée, elle a disparu. Mais, alors qu'on n'en voulait pas, voilà qu'on a maintenant les vaccinodromes. Écoutez ce que disait Olivier Véran au sujet de ces vaccinodromes. Les Allemands ont fait un choix, ils ont mis en place des grands vaccinodromes. On avait essayé en 2011 en France, ça n'avait pas marché. Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé, et de vacciner les personnes âgées en EHPAD, et non pas de les faire se déplacer, par exemple. J'ai déjà demandé aux élus d'identifier des structures dans lesquelles nous pourrions travailler avec eux pour y rassembler des médecins, des infirmières. Je ne suis pas du tout certain que ça doive prendre, c'est mon opinion, la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. On n'a tenu aucun compte à l'époque. À l'époque, c'était il y a très peu de temps, de ce que disait le professeur Juvin. Déjà, lui, il voulait qu'on utilise les vaccinodromes, qu'on utilise l'armée, qu'on utilise les étudiants en médecine, qu'on utilise des centres de vaccination à grande échelle. On l'a pas écouté. Et rapidement, il faut passer à la vitesse supérieure. Comment on passe à la vitesse supérieure? On utilise toutes les bonnes volontés. Les vaccinodromes avec des médecins qui viendront, le cabinet quand ça sera possible, mais les pharmaciens, les infirmiers, et puis les étudiants en médecine, les étudiants en soins infirmiers, on a des troupes, on a des fantassins. On n'a pas écouté, et puis d'un coup, maintenant, il y a un revirement. Alors pourquoi on l'a pas écouté? Pourquoi on n'a pas installé tout de suite ces vaccinodromes? Parce que on se souvenait de l'échec en 2009, à l'époque où il y avait Roselyne Bachelot, à qui on souhaite bien sûr un prompt rétablissement, à propos de la fameuse pandémie qui avait sévi à ce moment-là. On avait installé des centres de vaccination à grande échelle qui avaient été désertés par la population, et on a craint que la même chose se reproduise. Alors aujourd'hui, on a les vaccinodromes, mais on n'a pas de vaccin. On n'a pas de vaccin. C'est-à-dire que pour 10% des Français, il y a eu la vaccination en ce qui concerne une dose, et 3,8% pour les Français qui sont concernés par les 2 doses. Autant dire que on fait quand même pas figure de très bon élève sur le plan européen. Alors M. Castex, qui aime bien les formules, vous savez, sa formule sur être citoyen chez soi et puis non, être citoyen dehors et bien chez soi. Avec les siens chez soi. Pardon? Avec les siens chez soi. C'est dur à dire, hein? Oui, surtout avec le masque. Avec le masque, oui, bon. Ben, il aurait pu nous inventer on va avoir des gares sans les trains. Oui, on va avoir des vaccinodromes sans le vaccin, des hippodromes sans les chevaux, des parachutistes sans les parachutes, des avions sans les ailes, enfin voilà, bon. On a des vaccinodromes, on fait enfin appel à l'armée alors qu'on voulait pas,
On fait enfin appel aux étudiants en médecine alors qu'on voulait pas. On fait enfin appel aux vétérinaires peut-être alors qu'on voulait pas. Et la question qui vaut la peine d'être posée, elle est essentielle. Et je crois que ça va être l'objet de notre discussion. Pourquoi, chaque fois, attendent-ils pour prendre la décision qu'ils auraient pu prendre plus tôt? Pourquoi ne pas avoir installé plus tôt les vaccinodromes? Vous me direz, parce qu'ils n'ont pas de vaccin. Bien évidemment. Mais dans l'attente d'avoir la totalité des vaccins espérés, on aurait pu déjà s'organiser. Pourquoi ne pas avoir fait appel aux vétérinaires? Pourquoi ne pas avoir fait appel à l'armée? Pourquoi ne pas avoir fait appel aux étudiants en médecine? Et pourquoi ne pas avoir admis que des infirmières ou des infirmiers de bloc pouvaient être formés en quelques semaines, voire en quelques mois, alors que quand on disait nous que l'on pouvait le faire, ils nous répondaient qu'il fallait 1 an. Je me rappelle d'un débat qu'on pourra peut-être retrouver, où il m'avait été opposé quand j'avais dit mais pourquoi on forme pas rapidement des infirmières de bloc, puisque c'est l'argument que vous développez pour justifier qu'on n'ait pas les 1200 lits qui avaient été promis en août par Monsieur Véran et par le président de la République. On nous disait ah mais non, vous comprenez, même si on avait les lits, on pourrait pas parce que pour former des infirmières et des infirmiers, il faut 1 an. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on peut les former en quelques semaines. Non mais c'est juste ridicule. Si vous croyez qu'on forme tout simplement des médecins en 6 mois, écoutez, c'est que je crois que vous ne savez pas ce qu'est la médecine. On nous ment tout le temps. Tout le temps, on a menti sur les masques, on a menti sur la grippette, on a menti sur les vaccins, on a menti sur les vaccinodromes, on a menti sur la formation. Bon, pourquoi nous ment-il tout le temps? Voilà, c'est la question maintenant qu'il faut avoir le courage de se poser. Où ils sont incompétents, où ils sont menteurs. Alors, autre sujet, on a appris cette semaine que le syndicat étudiant l'UNEF percevait chaque année de larges subventions. 458 850 euros. C'est ça. De subventions perçues entre 2019 et 2020. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mal. Ça fait beaucoup. Alors, non seulement ce syndicat islamo-gauchiste qui interdit l'entrée des Blancs dans certaines réunions est subventionné, mais il est également dorloté par le président de la République qui vient, dans le combat qu'il mène contre l'islamo-gauchisme, contre le racisme anti-blanc, contre toutes ces pratiques qui divisent la société, il vient dans ce combat qu'il mène de nommer, tenez-vous bien, l'un des membres influents de l'UNEF au Conseil économique et social environnemental. Voilà comment M. Macron lutte contre ce syndicat qui cherche d'une manière évidente à déstabiliser la société. Alors, on installe et on finance. Alors, on finance l'islamo-gauchisme, on finance les réunions interdites aux Blancs, et on promet un membre de l'association qui organise les réunions interdites aux Blancs en le nommant membre du Conseil économique et social. On finance également la responsable voilée de l'UNEF, de l'Université de Paris 4, que l'on voyait en 2018. On finance avec l'argent de vos impôts, les entraves à la représentation de la pièce de Charbre, quand même, intitulée « Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». On finance les liens entre l'UNEF et la Ligue de défense noire. On finance l'interdiction de la pièce incroyable mais vraie d'Eschyle, les suppléantes, parce que les comédiennes ont un masque noir. On finance la vice-présidente de Lille, rappelez-vous, qui qualifiait l'émotion qu'on avait ressentie au moment de l'incendie de Notre-Dame, au moment où on a vu la flèche de Notre-Dame s'effondrer dans les flammes. La vice-présidente de l'UNEF de Lille qualifiait cette émotion, tenez-vous bien, de délire de petits blancs. Et on a un membre du bureau, c'est pas celui qui a été nommé au Conseil économique et social et environnemental par M. Macron, mais on a un membre du bureau, Hafsa Askar, qui en décembre 2017 disait « Il faut gazer tous les blancs, cette sous-race ». Voilà, merci M. Macron d'avoir nommé un représentant de cette engeance au Conseil économique et social et environnemental, et merci également de subventionner ces gens-là avec notre argent.
il faut dissoudre l'UNEF, et moi je dirais même qu'il faut peut-être aussi renvoyer chez eux ceux qui promeuvent par des promotions les membres de cette association. Alors, question européenne, maintenant, passe sanitaire. Vous avez donné une interview à Boulevard Voltaire. Vous avez déclaré que derrière ce passe sanitaire, il existait une volonté de surveillance et de soumission. Pourquoi avez-vous dit ça? Parce que j'ai l'impression, d'abord je considère moi le passeport qu'on appelle passeport vert, hein, comme si on allait vers les verts pâturages de l'Union européenne, hein, comme si ce passeport allait nous ouvrir des jardins d'Éden. Bon. Je suis contre toutes ces contraintes administratives, et puis je trouve anormal que l'on instaure un passeport vert, peu importe sa couleur, hein, alors qu'on n'a pas pu vacciner tout le monde, alors qu'il n'y a pas la totalité des populations qui sont vaccinées. Et je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse organiser une mesure administrative contraignante, portant atteinte à nos libertés, alors qu'on n'a pas encore les moyens de la mettre en place, puisqu'on n'a pas encore les moyens de vacciner tout le monde. Ça montre qu'on est vraiment dans un monde où l'administration l'emporte sur la réalité. L'administratif l'emporte sur le vécu. On invente l'idée d'un passeport vaccinal alors qu'on n'est même pas en mesure de vacciner tout le monde. Il faut comprendre ce que cela veut dire. Cela veut dire que l'administration est tellement puissante qu'elle anticipe sur la réalité. Elle organise un passeport alors qu'il n'est pas possible parce que tout le monde n'est pas vacciné. C'est dire à quel point il y a un appétit de soumettre, un appétit de contrôler, un appétit administratif de mettre sous le joug de la bureau-technocratie nos libertés. Si nous avions la totalité des vaccins, si tout le monde était vacciné, on pourrait être hostile à une mesure qui vient encore restreindre les libertés. Mais alors même que l'Union européenne n'est pas en capacité de vacciner tout le monde, elle instaure l'idée d'une mesure administrative qui n'est pas encore sur le plan de la réalité opérationnelle. C'est-à-dire que le fantasme du contrôle administratif est plus puissant que la réalité de l'application de ce que ce contrôle administratif voudrait. C'est kafkaïen. C'est kafkaïen et angoissant parce que quand même, s'il faut lutter contre la pandémie, il faut lutter aussi pour la poétique de nos libertés. On a besoin de respirer. Et je trouve que vraiment on est en train de nous courber à coups de tampons. Écoutez, je vous remercie pour ce décryptage de l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle aux internautes qui peuvent s'inscrire sur notre newsletter, donc sur le site gilbertcollard.fr, et ils peuvent aussi s'abonner à notre chaîne Telegram. Merci, à bientôt et restez libres.